Nouveau journal sur Troy TV, bonjour et bienvenue. Au sommaire, les résultats des élections législatives du 22 novembre sont connus. Le mouvement du peuple se taille la part du lion avec 56 sièges. Des détails dans quelques instants. Et puis Ambroise Farama dresse un bilan insatisfaisant de la présidentielle au Burkina Faso. Il accuse la CENI de défaillance et d'irrégularité grave. Mieux, il leur demande de démissionner. Voilà pour les grandes lignes de ce journal. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Depuis le 28 novembre dernier, les résultats provisoires des élections législatives du 22 novembre sont divulgués. Et c'est le mouvement du peuple pour le progrès MPP qui remporte le maximum de sièges. Il s'agit de 56 sièges. Le MPP est suivi du CDP avec 20 sièges et le NTD avec 13 sièges. Les détails avec Abdoulrahim Yéyé. Pour le Burkina du futur, 4 sièges. Pour la 8e législature, 15 formations politiques sont représentées à l'Assemblée nationale avec une véritable démonstration du MPP, parti vainqueur à l'élection présidentielle avec 56 députés. Avec le soutien de ses alliés de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP, dont le NTD qui occupe 13 sièges, le parti a la majorité absolue qui est de 64 députés. Une situation confortable pour le parti au pouvoir qui entend dérouler sans difficulté son programme politique. Si nous ajoutons cette moisson des partis alliés, nous sommes largement au-dessus de la majorité absolue qui est de 64 députés. Donc le camp présidentiel est tout à fait satisfait et heureux de ces résultats. C'est l'occasion vraiment de saluer la maturité du peuple burkinabé, des acteurs aussi du processus électoral dont la CENI. Et on ne peut pas oublier les forces de défense et de sécurité puisque vous connaissez le contexte dans lequel ce scrutin s'est déroulé. Et donc, de mon point de vue, nous pouvons être satisfaits de ce résultat. Et donc, nous allons dire, il faut nous mettre au travail. Nous avons aujourd'hui tous les leviers institutionnels pour remettre donc le Burkina Faso sur ces défis, et donc annoncés par le président Kaboré. Avec ces élections, la deuxième force politique, à savoir l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, qui avait obtenu 33 sièges en 2015, se retrouve cette fois-ci avec 12 députés, laissant donc sa place au CDP. Le NTD, par contre, est passé de 3 députés en 2015 à 13 députés en 2020. Nous sommes satisfaits parce que notre objectif a été doublement atteint, dans la mesure où la PMP, donc la majorité, remporte largement les sièges. Et nous sommes aussi satisfaits parce que notre parti, qui était presque inexistant, 3 députés donc à la 7e législature, passe provisoirement 13 députés, donc qui se positionne comme la 3e force donc, politique du pays. Ça, c'est à saluer. Et pour ça, nous sommes très satisfaits. Notons que ce sont 126 partis et formations politiques qui ont présenté des candidats pour ces élections législatives du 22 novembre pour 127 sièges à l'Assemblée nationale, dont 11 sièges sur les listes provinciales et 16 sur la liste nationale. Les résultats définitifs de ces élections doivent être publiés par le Conseil constitutionnel après examen d'éventuels recours. Le candidat de l'Organisation des peuples africains Burkina Faso au PABF, Ambroise Farama, dresse le bilan de sa participation au double scrutin du 22 novembre. Ambroise Farama et ses camarades disent avoir observé de graves irrégularités et accusent l'institution de Newton Ahmed Barry de défaillance. Il exige de ce fait la démission de l'équipe de la CENI. Michael Tougré. Des 13 candidats à la présidentielle du 22 novembre, Ambroise Farama se présentait comme le candidat de la rupture. À la proclamation provisoire des résultats, le candidat de l'OPA-BF obtient 0,90% des suffrages exprimés et occupe la 10e place. Un résultat qui ne satisfait pas Ambroise Farama qui pointe du doigt ce qu'il qualifie de grande défaillance dans le processus de vote. Nous avons pu relever une ouverture tardive de bureaux de vote dans plusieurs localités du Burkina Faso, une absence de certains documents du processus électoral, la répartition inappropriée des bulletins de vote d'une province à une autre, une suppression illégale de bureaux de vote sans accord préalable du Conseil constitutionnel, ouverture de nouveaux bureaux de vote sans avis préalable du Conseil constitutionnel et à l'insu des candidats, ou du moins de certains candidats,
absence de vérification de double paraphe des procès-verbaux, le transport non sécurisé des urnes, des erreurs de décompte qui laissent percevoir des tentatives de manipulation des résultats, etc. Au regard des incidents relevés dans le processus électoral, le candidat de l'OPA-BF invite la Commission électorale nationale indépendante CENI à tirer toutes les conséquences des imperfections enregistrées dans la tenue du double scrutin. En plus de la CENI, l'OPA-BF estime que le chef de file de l'opposition politique CFOP a manqué de vigilance dans le processus pour assurer une veille électorale dans l'intérêt de l'opposition. Au regard de la grande défaillance de la CENI, qui semble avoir du mal à reconnaître les imperfections dans l'organisation des élections, nous leur demandons, en toute responsabilité, de démissionner afin qu'une nouvelle équipe crédible puisse être installée afin de préparer sans suspicion aucune les élections municipales. Nous estimons que le CFOP a manqué de vigilance, de cohésion et d'action concertée. La seule chose qui reste à faire, c'est la voie des recours. Et nous espérons aussi qu'à ce niveau, elle a pu prendre les dispositions pour constater les infractions et les différents manquements. En plus des résultats mitigés à la présidentielle, l'OPA-BF n'a obtenu aucun siège aux élections législatives. Pour le parti de Ambroise Farama, les urnes ayant livré le verdict, il félicite le candidat Rochma Christian Kaboré pour sa réélection sous réserve des recours en cours devant le Conseil constitutionnel. La mission d'observation des élections de Dialogue sans frontières, tout comme les autres observateurs, a dressé le bilan de sa participation au double scrutin du 22 novembre dernier au Burkina Faso. Dans la centaine de bureaux de vote où cette association était présente, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble selon son président, malgré quelques insuffisances relevées. Le point avec Maxime Jean-Hugues Bambara. Pour sa première participation au double scrutin du 22 novembre dernier au Burkina Faso, c'est un bilan satisfaisant que dresse Dialogue sans frontières de sa mission d'observation. Dans les 6 régions et 9 provinces où cette association a déployé 120 jeunes observateurs, tout s'est bien déroulé selon le président du Dialogue sans frontières. À l'issue des observations, bien sûr, nous sommes satisfaits et nous avons aussi, avec cette restitution, essayé de lancer des pistes. Essayer aussi de dire comment on peut améliorer nos élections. Tout s'est globalement bien passé. Nous avons aussi compris que voter est un acte citoyen et c'est dans cette démarche que nous le faisons pour les générations qui arrivent et quelquefois qui disent que je ne vois aucun intérêt de voter parce que rien ne va changer. Tout s'est bien déroulé de façon générale, mais les équipes d'observation du Dialogue sans frontières notent tout de même quelques irrégularités constatées sur le terrain. Et pour certains bureaux de vote, le nombre de membres, c'est-à-dire les 5 membres du bureau de vote, n'étaient pas présents à l'ouverture du bureau de vote. On a pu observer des personnes non autorisées dans les bureaux de vote, c'est-à-dire des personnes qui sont censées représenter des partis politiques, mais qui n'avaient pas d'accréditation, et donc certains parmi eux étaient dans les bureaux de vote. Pour le matériel de vote, on a pu observer que par exemple à Bobo du Faso, il y a eu des bureaux de vote où le matériel était insuffisant ou inexistant. L'accès pour certains handicapés n'était pas aisé. Il n'y avait pas de rampe dans certaines écoles, il n'y avait pas de rampe pour permettre aux handicapés de pouvoir voter. L'association Dialogue sans frontières interpelle donc l'ensemble des acteurs intervenant dans le processus électoral à renforcer la communication pour corriger certaines insuffisances. Elle interpelle également la CENI à prendre en compte les 2 modes de comptage des voix, manuel et électronique, pour les prochaines échéances afin d'éviter d'éventuelles contestations. L'heure est également au bilan du déroulement des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre du côté de la coalition des ONG et associations africaines pour des élections apaisées et crédibles. Bilan présenté au cours d'une conférence de presse animée le 28 novembre dernier. Pour ces observateurs, les manquements constatés ne sont pas de nature à barbouiller les résultats. Abdoulrahim Yéyé. La coalition des ONG et associations africaines pour les élections apaisées et crédibles félicite les autorités burkinabées et en particulier la CENI pour la réussite des élections du 22 novembre dernier. Pour cette coalition, le défi sécuritaire a été relevé lors de ces élections. Aussi, comparativement à d'autres pays de la sous-région,
Les élections se sont déroulées dans un climat apaisé au Burkina Faso selon la coalition. Nous avons craint cette élection et voici que la campagne électorale s'est déroulée de manière générale bien. Ensuite, le scrutin 22 s'est déroulé sans qu'il y ait de morts. Donc nous estimons de manière générale que les élections ici au Burkina sont des élections à apprécier. Nous avons vu que ces élections ont produit un résultat plus ou moins satisfaisant, contrairement aux élections que nous avons eues par le passé, ici en Afrique de l'Ouest, mais toujours en 2020. Donc nous remercions donc le Burkina pour sa maturité politique. Selon cette coalition, les imperfections constatées au cours de ce double scrutin ne peuvent pas entacher la crédibilité des résultats. C'est pourquoi elle estime que le Burkina Faso, par la réussite de cette élection, donne une leçon de démocratie au reste du monde. Les manquements que nous avons relevés sont mineurs pour nous. Il n'existe pas d'élection dans le monde qui soit vraiment une élection parfaite, où il n'y a pas de manquement. Vous avez l'exemple de la plus grande démocratie du monde, qui est l'Amérique, où aujourd'hui, le président sortant est en train de crier à la fraude. Au Burkina, on ne parle pas plutôt de fraude, on parle bien évidemment de difficultés à déployer le matériel électoral, on parle de difficultés à ouvrir les bureaux de vote. Effectivement, vous l'avez dit, ce sont des situations mineures que nous avons relevées sur le terrain, mais qui ne sont pas de nature à jeter un discrédit sur la sincérité du vote. La coalition a tout de même fait des recommandations pour éviter certaines erreurs dans l'organisation des prochaines échéances électorales. Il s'agit de mieux former les membres de bureaux de vote, de renforcer la sécurité sur le territoire national et de sensibiliser les citoyens en vue d'améliorer le taux de participation. Le district 403A3 du Lions Club a un nouveau gouverneur. Djeneba Diallo siège désormais à la place de Dieudonné Milogo. Et c'est en présence d'amis et sympathisants que la nouvelle gouverneure a pris les rênes de cette structure. Elle place son mandat sous le signe de la continuité. Serge Bado. Après un an passé à la tête du district 403A3, Dieudonné Hubert Milogo passe le témoin à son successeur. Un mandat au cours duquel plusieurs actions ont été menées dans divers domaines. Un mandat jugé satisfaisant selon le gouverneur sortant, Dieudonné Hubert Milogo. Le bilan il se résume en 4 grandes coordinations que nous avons au niveau de notre association, à savoir la coordination chargée de l'effectif. Nous avons des objectifs d'accroissement à réaliser et en termes d'effectifs, nous avons fait un accroissement de 139% alors qu'on avait un objectif prévu de 100%. Nous avons créé 4 clubs au lieu de 3 qui étaient prévus. Et nous avons également accru le membership féminin. Pour la gouverneure Djeneba Diallo, son mandat est placé sous le signe de la continuité. Elle entend poursuivre les œuvres de son prédécesseur. Et c'est en cela que des actions sont déjà menées pour mieux faire connaître l'association. Mon mandat est placé sous le signe de la poursuite des grandes œuvres réalisées par les 2 précédents gouverneurs du district 403A3 et aussi faire des actions en faveur des femmes et des enfants. Vous savez que c'est une frange de la population qui est assez délaissée. Et donc, j'encourage les clubs à faire des actions en l'endroit de cette partie de nos populations. On a déjà commencé, puisque le mandat a commencé depuis le 1er juillet. Et voilà, donc, les clubs font... Nous avons 5 domaines d'intervention au niveau du Lions Club. Dans ces domaines-là, déjà, on encourage à faire les actions en faveur des femmes. Et puis, dans d'autres domaines aussi, on va essayer de faire. La cérémonie de passation a été l'occasion de distinguer des personnes qui se sont illustrées au cours de l'année passée. En rappel, le district 403A3 depuis juillet 2019 regroupe 1276 membres, 6 régions, 12 zones, 53 clubs et 33 Léo clubs. Littérature dans ce journal, un nouveau livre intitulé « Penser et agir pour l'Afrique » a été présenté à la presse vendredi 27 novembre dernier. C'est l'œuvre de 3 auteurs burkinabés de la diaspora qui paraît aux éditions Téménise. Saouda Tazono, Fatima Tenikema. Penser et agir pour l'Afrique est l'œuvre de 3 auteurs burkinabés de la diaspora qui veulent apporter leur pierre au développement de leur continent qu'est l'Afrique.
Dans ce livre, les auteurs abordent plusieurs thématiques, à savoir la place de l'intellectuel dans la société africaine, l'homosexualité, l'histoire de la révolution en Afrique. Les auteurs préconisent également dans l'œuvre la valorisation de la culture africaine. Nous avons également touché la question des langues, parce que de notre point de vue, il est très important de faire en sorte que les enseignements au niveau du primaire, au niveau du secondaire, qu'on puisse introduire les langues nationales et progressivement au niveau supérieur ajouter les langues internationales. Et enfin, nous avons abordé les questions qui touchent la question de la démographie. Est-ce que l'Afrique est surpeuplée? Est-ce que l'Afrique est sous-peuplée? C'est des questions auxquelles nous avons essayé d'apporter des réponses, etc. Ce livre de 180 pages est le fruit de plus de 10 ans de réflexion d'un ingénieur en mécanique, d'un diplomate et d'un ingénieur en télécommunications. Ce fut donc une période de forte collaboration selon Bernard Zongo. C'est une collaboration qui a commencé depuis 2008-2009, comme je l'ai dit. Nous venons d'horizons divers, nous avons des formations diverses, mais c'est beaucoup plus l'idée qu'on ne peut pas réussir seul. C'est une entreprise qui a demandé beaucoup de travail d'équipe et qui a demandé beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Et c'est comme ça que nous entrevoyons le travail au niveau de la jeunesse. Notons que Penser pour agir est un recueil d'articles de Burkina Faso. L'objectif au départ était de susciter des débats constructifs sur les réseaux sociaux à travers la publication des articles. Toute chose qui devait concourir à une prise de conscience. C'est également une œuvre qui a été éditée par les éditions Téminis. Toujours en littérature, l'Observateur Toubabou est la toute première œuvre de Thibault Bluy, un jeune reporter français qui a fait un passage à l'Observateur Palga. L'ouvrage relate plusieurs événements qui se sont produits au Burkina Faso en 2015. Découvrons l'œuvre avec Raket Abilgo et Abdurrahim Yéyé. Dans cet ouvrage, l'auteur parle de quelques événements qui ont marqué l'histoire récente du Burkina Faso. Il s'agit notamment de l'insurrection populaire, le coup d'État de septembre 2015 et les premières attaques terroristes. L'écriture de l'Observateur Toubabou se justifie, selon l'auteur, par sa volonté de mettre en lumière ces événements qui ont engendré de profondes mutations dans la vie sociopolitique de la nation burkinabé. Quand je suis rentré en France après un an au Burkina, je me suis aperçu que, en discutant avec des Français, ils n'avaient pas entendu parler de tout ce qui s'était passé au Burkina Faso, ou très peu, dans cette période-là. Alors que pourtant, c'était quand même 3 événements historiques dans le laps de temps de 10 mois pendant lesquels j'ai vécu ici. Et pour les citer, le coup d'État manqué du général Diendéré d'abord, puis les élections de 2015 qui ont abouti quand même à la première transition pacifique de pouvoir entre 2 civils depuis l'indépendance, et puis après le premier attentat djihadiste. Et donc ces événements historiques avaient été très peu relayés en France, et ce livre n'était pas un acte prémédité. C'est simplement quand je discutais avec les gens, j'arrivais à les intéresser, donc comme l'a dit Alseni, à travers un récit à la première personne. En fait, quand je racontais aux gens, moi, comment j'avais couvert les événements, c'était ça qui les intéressait. Cette œuvre de 248 pages est subdivisée en 2 parties. La première partie, intitulée « Actualité », met l'accent sur les faits qui se sont déroulés en 2015 au Burkina Faso, et la seconde partie, qui a pour titre « Carnet d'adresse », est un condensé de son expérience professionnelle capitalisée lors de ses différents voyages. Cette cérémonie de dédicace a vu la présence du ministre de la Culture, Abdul Karim Sango. Comme l'a dit l'auteur lui-même, il s'agit d'un regard extérieur qui est porté sur une série d'événements que le Burkina a connus. Nous considérons que cet ouvrage, et d'ailleurs dans ses motivations il a expliqué, participe de ce dialogue de culture entre les peuples, puisque un des objectifs visés par l'auteur, c'est de faire connaître le Burkina Faso au public français sous un angle meilleur que celui qu'on a l'habitude de voir dans les médias. Autrement dit, nos pays sont souvent traversés par des dynamiques très positives, mais qui ne sont pas toujours mises véritablement en valeur. Rappelons que l'Observateur Toubabou est sorti le 19 novembre dernier au Burkina Faso et en France sous la bannière des éditions du Net. L'œuvre a également reçu le prix du meilleur essai et du Grand Prix de manuscrits francophone 2020.
Du 3 au 5 décembre prochain, le quartier d'Assasgo de la ville de Ouagadougou vivra au rythme de la culture Bissa à travers le festival Taradoré. Placé sous le thème costumes et accessoires de beauté chez les Bissa et mode contemporaine, cet événement sera l'occasion pour les organisateurs de cette édition de montrer l'essentiel de la culture de l'ethnie Bissa. À l'occasion, une conférence de presse a été organisée la semaine dernière pour donner les grandes orientations de cet événement. Raketa Bilgo avec la voix de Alice Pedraogo. Promouvoir, défendre et protéger les savoirs des terroirs, tel est l'objectif que s'est fixé le festival Taradoré. Premier du genre, cet événement culturel se veut une tribune de revalorisation du patrimoine ancestral. Et pour cette première édition, c'est la culture Bissa qui sera mise en exergue lors de ce festival. Une activité qui, selon les initiateurs, aidera certainement la jeunesse à se ressourcer et à redécouvrir sa culture. Pendant 3 jours, nous allons vivre une immersion et à travers des conférences, nous allons pouvoir échanger autour de la culture ancestrale, nos traditions, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et surtout se retourner vers nos anciens, nos parents, nos grands-parents pour recevoir de bons guides. Mes attentes, c'est déjà d'amener la population, mes frères et sœurs, mes enfants, mes parents, à se mettre ensemble pour que nous puissions valoriser au mieux notre culture. Plusieurs activités seront au programme de ces 3 jours de festivités. De la poterie au tissage, en passant par l'art culinaire, toutes les facettes de la culture Bissa seront revisitées. Vous allez avoir la possibilité de découvrir des mets Bissa et vous allez avoir la possibilité de découvrir nos pagnes, les pagnes de chez nous et même la façon de tisser le pagne traditionnel de chez nous. Et même échanger avec le détenteur de savoir qui est notre papa qui vient nous accompagner pendant cette période-là. Vous allez également peut-être découvrir du matériel Bissa, des décorations, j'allais dire certainement des accessoires Bissa. Le festival Taradoré est prévu se tenir du 3 au 5 décembre à Ouagadougou dans l'enceinte de la villa Taradoré. Notons que Taradoré est une expression en langue nationale Bissa qui signifie le savoir du terroir. En football, mauvais départ pour Raïmo FC dans la Ligue africaine des champions. Les poulains de Djefara Lengane enregistrent une défaite d'1-0 face à l'équipe Enyamba du Niger pour le compte du premier tour préliminaire. Par contre, Salitas en Coupe de Confédération africaine est allé tenir un échec à Chantigol du Ghana. Assami Touré pour plus d'explications. Pour cette première sortie de Raïmo en Ligue des champions africaine, le résultat est décevant, tant au niveau de la prestation qu'au niveau du score. Pour ce premier tour des préliminaires, les académiciens de Bama n'ont pas fait le poids devant les Nigériens du club Inyamba. En première période, on assiste à une nette domination des étrangers, même si le score est resté vierge. Mais dans la deuxième partie, à l'issue d'un corner sur une tête, Inyamba ouvre le score. Et ça sera d'ailleurs le seul but de la partie. Une défaite qui n'arrange surtout pas Raïmo, qui doit se déplacer au Nigeria pour le match retour. Voilà, on savait qu'ils savaient jouer au ballon, mais il n'y a pas de profondeur. Voilà, ils misent beaucoup. Tous les buts qu'ils marquent, pratiquement, c'est sur les coups de pied arrêtés. Donc on a misé beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Mais la seule fois que ça passait, ça fait feu. Donc je pense qu'on va retravailler encore. 1-0, c'est pas gâté. Voilà, 1-0, c'est pas gâté. C'est-à-dire si on arrive aussi à marquer, on est à égalité. Donc on va continuer. Avec 1-0, ça pouvait aller. Voilà, mais 1-0, on va aller chercher encore pour marquer le plus rapidement possible, pour ne pas être distancé. Voilà. Ah non, c'est pas un bon résultat pour nous, puisqu'on a voulu gagner ici au premier match, puisque c'est important de gagner chez lui. Donc en première mi-temps, on n'a pas pu créer beaucoup de problèmes à l'adversaire. Bon, en deuxième mi-temps, on a essayé de pousser pour pouvoir marquer et puis se mettre à l'abri dès ici. Ben, on a eu aussi des pénaltys de l'arbitre n'a pas sifflé pour nous, mais on ne peut pas s'attarder sur ça. On va aller travailler et puis pour aller mieux aborder le match retour au Nigeria. L'espoir de passer ce premier tour n'est peut-être pas grand, mais vu le réveil de Raïmo à 20 minutes de la fin de la rencontre, le fondateur du club Raïmo Drago
se dit confiant. Il faut toujours croire. Comme c'est un match aller-retour, ils ont gagné ici. Moi, je pense que nous allons nous préparer aussi en conséquence pour aller chercher à gagner. Ce n'est pas évident, ça ne sera pas facile. C'est une équipe très expérimentée, c'est un grand club Eyimba. Et Raimo est en train d'apprendre avec des jeunes joueurs. Ce n'est pas une excuse, mais je pense que ça montre à quel point on doit continuer à travailler pour faire un résultat dans le futur. En attendant le match retour de Raimo, Salitas en Coupe de la Confédération africaine est allé tenir un échec à Ashanti Gold au Ghana par le score de 0 but partout. C'est par cette note sportive qu'on met fin au dernier 13h du mois de novembre. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec un plus grand plaisir pour le tout premier 13h du dernier mois de l'année 2020. Prenez soin de vous.